Est-ce qu'une élection peut être perdue avant même que le premier bulletin ne soit glissé dans l'urne? La plupart des gens pensent que le destin d'un pays se joue le jour du vote, dans la ferveur des bureaux de vote. C'est une erreur monumentale. Les véritables victoires, les hold-up les plus sophistiqués, ne se font pas dans les urnes sous l'œil des caméras. Ils se préparent ici, dans le silence des décrets, dans l'architecture invisible d'une institution que l'on appelle la commission électorale. Regardez bien ce qui se passe sous vos yeux. Pendant que l'actualité nous distrait avec des petites phrases et des buzz éphémères, une mécanique de précision est en train d'être verrouillée. Son nom de code, la commission Kuibier-Koulibaly. Pour le citoyen lambda, ce sont des noms, des sigles, de la paperasse. Mais pour ceux qui connaissent les rouages du pouvoir, c'est un échec et mat silencieux. L'opposition ne crie pas au loup par habitude. Elle hurle parce qu'elle voit le mur se rapprocher. Elle dénonce un contrôle total. Mais de quoi parle-t-on exactement? Est-ce le choix des hommes? Est-ce le découpage des circonscriptions? Ou est-ce un plan beaucoup plus profond dicté depuis les sommets de l'État par Alassane Ouattara lui-même? Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner mon opinion, je vais vous montrer les faits. Je vais vous expliquer comment on transforme une institution censée être un arbitre neutre en une véritable tour de contrôle. On va décortiquer ensemble pourquoi cette nomination est un séisme, comment le système Kuibiart-Koulibaly pourrait rendre toute alternance mathématiquement impossible et surtout pourquoi votre voix en 2025 dépend de ce qui se décide maintenant. Restez avec moi jusqu'au bout car ce que vous allez découvrir risque de changer radicalement votre manière de regarder les infos ce soir. On plonge dans le dossier. Pour comprendre l'orage qui gronde, il faut d'abord regarder l'homme qui se tient au centre de la cible. Ibrahim Kuibiert Koulibaly. Dans n'importe quelle démocratie, le président de la commission électorale devrait être une figure de consensus. Un arbitre que tout le monde accepte, comme on accepte l'impartialité d'un juge de la Cour suprême. Mais ici, son nom est devenu un point de fracture. Pourquoi lui et pourquoi maintenant? D'un côté, le camp présidentiel nous vend le profil d'un technicien hors pair. Magistrat de formation, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Kuibiert connaît la loi électorale sur le bout des doigts. Pour le RHDP, c'est l'assurance d'une machine qui tourne bien, sans accroc technique. Mais grattons un peu sous la surface du CV. L'opposition, elle, ne voit pas un technicien. Elle voit un soldat du droit au service d'un camp. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas son incompétence, c'est sa proximité organique avec l'appareil d'État. Rappelez-vous, il a été nommé à la tête de la CEI en 2019, dans un contexte déjà extrêmement tendu, et son mandat a été marqué par la gestion de la présidentielle de 2020, une élection que l'opposition a boycottée et dont elle conteste toujours la validité. Le problème fondamental ici, c'est le conflit de perception. Comment un homme nommé par décret présidentiel peut-il arbitrer une élection où son propre patron ou le dauphin de celui-ci est candidat? Comment garantir l'étanchéité entre les désirs du palais et les décisions du bureau électoral? Pour l'opposition, Kuibier Koulibaly n'est pas là pour organiser un scrutin. Il est là pour sanctuariser un système. Sa reconduction ou son maintien à des postes clés est perçu comme un signal de fermeture totale. C'est ce qu'on appelle en politique le verrouillage par le haut. Si vous contrôlez la tête pensante de la commission, vous contrôlez l'interprétation de la loi. Et en matière électorale, celui qui interprète la loi a souvent déjà gagné la moitié de la bataille. Mais attention, ne vous y trompez pas. Le casting n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car une fois que l'homme est en place, c'est toute une ingénierie de l'ombre qui se met en marche. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie. Beaucoup de gens font la même erreur. Ils pensent que la fraude, c'est quelqu'un qui arrive avec une urne remplie de bulletins sous le bras. Mais ça, c'est la fraude du siècle dernier. Aujourd'hui, en 2026, la technologie et l'administration permettent de faire beaucoup plus propre et surtout beaucoup plus invisible. C'est ce que l'opposition appelle l'ingénierie du contrôle total. Laissez-moi vous expliquer comment on verrouille une élection de manière chirurgicale, à travers trois leviers que Kuibiert et son équipe manipulent au quotidien. Le premier levier, c'est la cartographie électorale. Le découpage, c'est le destin.
Si vous décidez de multiplier les bureaux de vote dans vos bastions politiques et d'en raréfier l'accès dans les zones acquises à l'opposition, vous avez déjà créé une distorsion. C'est mathématique. En rendant le vote physiquement plus difficile pour les autres, vous faites chuter leur taux de participation sans avoir à toucher à un seul bulletin. Le deuxième levier, le plus sensible, c'est l'audit de la liste électorale. C'est le nerf de la guerre. Qui a le droit de voter? Pourquoi des milliers d'électeurs se retrouvent-ils soudainement radiés pour des questions de procédure? Pourquoi l'enrôlement des nouveaux majeurs semble-t-il si fluide dans certaines régions et si bureaucratique dans d'autres? Quand la Commission refuse un audit indépendant et international de cette liste, elle ne fait qu'alimenter le soupçon. Dans l'obscurité, le doute devient une certitude pour ceux qui se sentent exclus. Le troisième levier, c'est la transmission numérique des résultats. C'est là que le plan Kuibert devient une forteresse. Aujourd'hui, les résultats voyagent par tablette, par serveur. Mais qui contrôle le code source de ces logiciels? Qui gère les serveurs centraux? Si l'opposition n'a pas un accès direct et en temps réel à la consolidation des chiffres, elle est aveugle. Elle doit se contenter de ce que la commission veut bien lui donner. C'est ce qu'on appelle la boîte noire. Vous entrez des votes d'un côté et de l'autre, des résultats sortent. Ce qui se passe à l'intérieur de la boîte reste le secret de la commission. Alors, quand Alassane Ouattara assure que tout est transparent et que Kouibier Koulibaly jure sur son honneur de magistrat, l'opposition, elle, regarde les algorithmes et les procédures. Et ce qu'elle voit, c'est un système où elle n'est plus un acteur, mais un simple spectateur d'une victoire déjà programmée. Mais attention, une machine aussi parfaite soit-elle a toujours un point faible. Et ce point faible, c'est la réaction de ceux qui refusent d'être les victimes de ce mécanisme. Face à cette machine que nous venons de décrire, une question brûle toutes les lèvres. Mais que fait l'opposition? Pourquoi ne réagissent-ils pas plus fort? En réalité, l'opposition est aujourd'hui face à un dilemme absolument cruel. C'est ce qu'on appelle en théorie des jeux le choix perdant-perdant. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ils sont littéralement au pied du mur. D'un côté, il y a la tentation du boycott. Certains leaders disent, si les dés sont pipés, si la commission est aux ordres, pourquoi aller voter? Pourquoi donner une apparence de démocratie à un processus qui n'en est pas un? C'est une stratégie de délégation de légitimité. En refusant de participer, on espère que la communauté internationale dira cette élection n'a aucune valeur car personne n'y est allé. Le problème, l'histoire nous a montré, notamment en 2020, que la chaise vide ne profite qu'à celui qui reste assis. Le pouvoir avance, occupe les postes et le monde finit par s'habituer aux faits accomplis. Le boycott, c'est souvent un suicide politique déguisé en acte d'héroïsme. De l'autre côté, il y a la stratégie de la participation de combat. C'est le pari de ceux qui disent « On sait que la commission est contre nous, on sait que Kouibert Koulibaly a le doigt sur le bouton, mais on y va quand même pour créer un raz-de-marée tel que la fraude devienne impossible à cacher. » C'est une stratégie courageuse, mais extrêmement risquée. Car pour que ça marche, il faut une unité de fer. Et c'est là que le plan de contrôle total du pouvoir est diabolique. Regardez comment le pouvoir joue avec les nerfs de l'opposition. On sème la division, on discute avec les uns, on ignore les autres. On donne des petites concessions techniques à un petit parti pour qu'ils disent que le dialogue avance pendant qu'on ferme la porte au nez des poids lourds. Résultat, l'opposition passe plus de temps à se disputer sur la stratégie à adopter qu'à mobiliser les électeurs sur le terrain. Est-ce que l'opposition est en train de tomber dans le piège tendu par le palais d'Abidjan? Pendant qu'ils débattent de la réforme de la CEI dans des salles climatisées, le temps presse. Chaque jour qui passe est un jour où Kouibier Koulibaly valide des listes, installe des bureaux de vote et verrouille le logiciel. L'opposition redoute un contrôle total, mais elle semble incapable de proposer une alternative unifiée. Elle est comme un boxeur qui voit le coup arriver, qui sait qu'il va avoir mal, mais qui ne sait plus s'il doit bloquer ou contre-attaquer. Et pendant ce temps, à l'extérieur, le silence est assourdissant. Pourquoi personne ne vient à leur secours?
C'est ce que nous allons analyser dans un instant. Face à cette machine que nous venons de décrire, une question brûle toutes les lèvres. Mais que fait l'opposition? Pourquoi ne réagissent-ils pas plus fort? En réalité, l'opposition est aujourd'hui face à un dilemme absolument cruel. C'est ce qu'on appelle en théorie des jeux le choix perdant-perdant. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ils sont littéralement au pied du mur. D'un côté, il y a la tentation du boycott. Certains leaders disent, si les dés sont pipés, si la commission est aux ordres, pourquoi aller voter? Pourquoi donner une apparence de démocratie à un processus qui n'en est pas un? C'est une stratégie de délégation de légitimité. En refusant de participer, on espère que la communauté internationale dira cette élection n'a aucune valeur car personne n'y est allé. Le problème, l'histoire nous a montré, notamment en 2020, que la chaise vide ne profite qu'à celui qui reste assis. Le pouvoir avance, occupe les postes et le monde finit par s'habituer aux faits accomplis. Le boycott, c'est souvent un suicide politique déguisé en acte d'héroïsme. De l'autre côté, il y a la stratégie de la participation de combat. C'est le pari de ceux qui disent « on sait que la commission est contre nous, on sait que Kuibiar Koulibaly a le doigt sur le bouton, mais on y va quand même pour créer un raz-de-marée tel que la fraude devienne impossible à cacher. » C'est une stratégie courageuse, mais extrêmement risquée. Car pour que ça marche, il faut une unité de fer. Et c'est là que le plan de contrôle total du pouvoir est diabolique. Regardez comment le pouvoir joue avec les nerfs de l'opposition. On sème la division, on discute avec les uns, on ignore les autres. On donne des petites concessions techniques à un petit parti pour qu'ils disent que le dialogue avance pendant qu'on ferme la porte au nez des poids lourds. Résultat, l'opposition passe plus de temps à se disputer sur la stratégie à adopter qu'à mobiliser les électeurs sur le terrain. Est-ce que l'opposition est en train de tomber dans le piège tendu par le palais d'Abidjan? Pendant qu'ils débattent de la réforme de la CEI dans des salles climatisées, le temps presse. Chaque jour qui passe est un jour où Kuibiar Koulibaly valide des listes, installe des bureaux de vote et verrouille le logiciel. L'opposition redoute un contrôle total, mais elle semble incapable de proposer une alternative unifiée. Elle est comme un boxeur qui voit le coup arriver, qui sait qu'il va avoir mal, mais qui ne sait plus s'il doit bloquer ou contre-attaquer. Et pendant ce temps, à l'extérieur, le silence est assourdissant. Pourquoi personne ne vient à leur secours? C'est ce que nous allons analyser dans un instant. Nous y sommes. Ce que beaucoup pressentaient est arrivé le 6 mai dernier. Le gouvernement a officiellement dissous la commission électorale indépendante. C'est un séisme. Après des années de critiques sur le système Kuibiar Koulibaly, après une présidentielle de 2025 qui a vu Alassane Ouattara être reconduit dans un climat de tension extrême et de contestation de l'opposition, le pouvoir semble vouloir tourner la page. Mais attention, ne vous méprenez pas sur le sens de cette décision. Est-ce une concession réelle à l'opposition ou une manœuvre de réorganisation? D'un côté, l'opposition de Simone Babbo à Tidjane Thiam salue cette dissolution comme une victoire symbolique. Ils demandent aujourd'hui l'ouverture immédiate d'un dialogue national pour refonder intégralement le système. Ils veulent une instance composée de personnalités totalement indépendantes, sans attache politique, un redécoupage électoral juste et un plafonnement des fonds de campagne. Mais regardez l'envers du décor. Le porte-parole du gouvernement parle d'un nouveau mécanisme pour rassurer les acteurs. Le mot est lâché, mécanisme. Si l'on dissout l'organe mais que l'on garde les mêmes méthodes ou si l'on remplace une institution critiquée par une autre encore plus centralisée, avons-nous vraiment avancé? Le véritable test de cette année 2026, c'est le mode de désignation des futurs commissaires. Si le palais nomme à nouveau des proches, nous repartons pour un cycle de méfiance. Si le pouvoir ouvre la porte à une véritable co-construction avec la société civile, alors peut-être, et je dis bien peut-être, la Côte d'Ivoire évitera le mur. Le plan caché, celui que tout le monde redoute, serait d'utiliser ces transitions institutionnelles pour nettoyer définitivement le paysage politique avant les prochaines échéances législatives. En changeant les règles du jeu au milieu de la partie, sous prétexte de réforme, le pouvoir peut légalement écarter des gêneurs. Nous sommes à la croisée des chemins. La dissolution de la CEI n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un bras de fer encore plus féroce. Car dans le vide laissé par cette dissolution,
C'est celui qui frappera le premier qui imposera ses règles. En résumé, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple péripétie administrative. La dissolution de la CEI en ce mois de mai 2026, après des années de règne du système Kubier-Koulibaly, est le aveu d'un système à bout de souffle. Mais c'est aussi un moment de danger extrême. Soit cette transition est l'occasion d'une véritable catharsis démocratique, où le pouvoir accepte enfin de ne plus être le seul maître des règles du jeu, soit elle n'est que ravalement de façade, une ruse de plus pour réinstaller un contrôle encore plus hermétique sous une étiquette neuve. L'opposition crie au contrôle total et nous avons vu que les outils pour ce verrouillage existent, qu'ils soient techniques, cartographiques ou législatifs. Mais l'histoire nous enseigne une chose. Aucune machine, aussi parfaite soit-elle, ne peut indéfiniment ignorer la volonté de transparence d'un peuple. Le plan caché, s'il existe, se heurtera tôt ou tard à la réalité du terrain. La question finale n'est donc pas seulement de savoir qui dirigera la prochaine commission. La vraie question est, sommes-nous prêts en tant que citoyens à exiger des institutions qui nous respectent? Car au final, une élection n'est pas un cadeau que le pouvoir fait au peuple, c'est le peuple qui délègue sa souveraineté. Et ce contrat ne peut pas être signé dans l'obscurité. La Côte d'Ivoire est à un tournant. Les mois à venir nous diront si nous avons choisi la voie de la stabilité par la force ou celle de la paix par la justice électorale. Merci d'être resté avec moi pour cette analyse en profondeur. C'est un sujet complexe, mais il est vital que nous le comprenions tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, cette dissolution de la CEI est-elle une chance pour l'opposition ou un nouveau piège d'Alassane Ouattara? Je lirai vos réponses avec beaucoup d'attention. Si vous voulez que ce type d'analyse indépendante continue d'exister sur YouTube, c'est très simple. Lâchez un pouce bleu pour aider au référencement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines enquêtes. Et surtout, partagez cette vidéo sur vos réseaux. Le savoir est une arme, et plus nous serons nombreux à comprendre ces mécanismes, plus la démocratie sera forte. Prenez soin de vous, restez critiques et on se retrouve très vite pour un prochain édito. Ciao!